Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Oui, Laetitia, et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Clara Brachet, une femme qui a vécu 1000 vies de chat, on pourrait dire, voyagé à l'autre bout du monde pour en revenir avec un trésor, et qui dit s'être longtemps cherchée. Jusqu'à ce qu'elle découvre le milieu associatif et notamment le domaine de la collecte de fonds ou fundraising, comme on dit aussi parfois aujourd'hui en anglais. Et c'est là que de partenariats signés, en levée de fonds créés, Clara se met à rêver. Et si on pouvait apporter un peu de douceur, de lien humain et de dignité aux adultes gravement malades, voire en fin de vie? Et c'est de cette idée que naît Ambulance des rêves, qu'elle cofonde en 2022. Le projet ? Réaliser le rêve de ces adultes souvent oubliés. Une initiative profondément bienveillante et pleine d'humanité qui nous a particulièrement touchés. C'était donc une évidence pour nous de la recevoir dans Femmes en Lumière. Bonjour Clara. Bonjour à toutes les deux. Merci pour cette très belle introduction. Eh bien, nous sommes heureuses de te recevoir aujourd'hui. Alors, après l'introduction de Myriam, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors donc je suis Clara Brachet, j'ai 42 ans depuis une semaine. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. J'ai 42 ans, je vis à Annecy. Et puis je suis la maman d'une petite fille qui a 5 ans, qui s'appelle Thelma. Et je suis la cofondatrice donc de l'association Ambulance des rêves, qui réalise les rêves des adultes en fin de vie. Et j'en suis maintenant aussi la déléguée générale. Voilà. Alors, on a entendu Myriam nous dire que tu as eu 1000 vies, que tu as beaucoup voyagé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Un vrai chat, oui. Effectivement, j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu une vie quand j'étais plus petite fille. J'étais une petite fille qui avait pas mal de peur et d'angoisse. J'avais peur de quitter mes parents, donc j'avais du mal à aller par exemple chez les amis pour dormir, des choses comme ça. Et puis j'ai eu un changement, j'ai eu un peu une révélation grâce à une thérapie, je pense, plus jeune. Et donc après j'ai pris un peu le contre-pied et c'est là où notamment je suis partie vivre à Buenos Aires. En Argentine. En Argentine. Un vrai coup de cœur pour ce pays. C'était en fait, l'histoire est assez rigolote, c'est que je faisais j'étais en sciences politiques, à la faculté de sciences politiques, et ils nous proposaient Bilbao ou Buenos Aires. Donc Bilbao en Espagne, nord de l'Espagne. Exactement. Et puis moi, je me suis dit, je sais pas, ça a l'air vachement sympa, Buenos Aires. J'étais supra naïve. Tu avais quel âge ? J'avais 20 ans. Même pas, je crois que je les ai fêtés là-bas. Attends. Non, j'avais 20 ans et j'ai eu mes 21 ans là-bas. Ok. Et donc... t'es hyper jeune, quoi. Super jeune. Très perché, un peu à côté de la réalité, parce que la situation économique du pays était très très compliquée. Il venait y avoir une énorme crise financière. C'était limite dangereux. Okay. Et je suis partie avec mes valises en me disant ça va être sympa. J'avais même pas vraiment calculé que l'accent était un peu différent. Enfin vraiment très naïve, mais en même temps envie d'expérience aussi. Donc ça c'était assez magique. Et j'ai pas regretté parce que c'était un énorme coup de cœur, même si j'étais confrontée à pas mal de difficultés, mais je ne les voyais pas. Et j'ai eu un tel coup de cœur que j'y suis retournée en fait 4-5 ans plus tard, vivre pour encore. Je me suis installée pendant 2 ans. D'accord. Donc en fait, tu as fait un premier voyage dans le cadre de tes études. Voilà. Tu y es resté combien de temps ? 1 an. 1 an. 1 an. Et quand même, hein. Ouais, 1 an. Tu faisais quoi là-bas ? La fête ? Non. Ça on dit pas normalement. Ah, on dit pas. Non, j'ai fait beaucoup en fait, c'était pour moi une année d'expérience. C'était, Okay. J'ai appris quand même l'espagnol, enfin l'argentin, parce que c'est un espagnol un peu particulier. J'ai beaucoup visité le pays. J'ai été vraiment j'ai eu cette chance assez incroyable de pouvoir aussi prendre pas mal les taxis. À l'époque, le peso c'était très bas, donc je prenais pas mal les taxis, donc je faisais beaucoup parler les taxistas pour qui me racontent leur parcours, et souvent leur parcours était complexe. Donc j'ai vraiment
alors je sais pas si j'ai une année très positive au niveau de sciences politiques, mais en tout cas au niveau de moi, de l'enrichissement personnel, c'était incroyable. Du coup, tu n'y allais pas forcément pour travailler ou non, avec non, un c'était stage vraiment dans le cadre obligatoire. d'Erasmus, c'était l'école en fait, c'était tu vois, et l'ambiance était absolument incroyable. Et puis je me suis vraiment sentie comme un poisson dans l'eau. C'était vraiment dingue. C'est quoi qui fait le coup de cœur? Ouais, c'est ça. Écoute, pour l'anecdote. J'étais avec deux autres Français. Ça faisait une semaine qu'on était à Buenos Aires. C'était quand même très très particulier. Je comprenais rien très clairement. Mon niveau d'espagnol c'était CP CE1. Et en fait on était dans une espèce de café sur une place et j'entends des Argentines parler derrière moi. Et je suis sur cette place, il y a des micros, il y a des bus qui passent hyper rapides, ça pue en plus parce que c'est hyper pollué. Et j'étais genre, j'adore, c'est génial. C'était complètement dingue. Et ce qui est très drôle, c'est que je sais exactement où j'ai eu ce coup de cœur, où je me suis dit vraiment, j'adore cet endroit, alors que ça pouvait ne pas être le cas, hein. Et 4 ans plus tard, j'y suis retournée et je me suis amusée à retourner et je me suis dit, mais comment j'ai pu avoir un coup de cœur pour ce pays, dans cet endroit? Tu retrouves pas Parce que, la même non, sensation. je l'ai eu 4 ans plus tard, je me sentais encore très bien, mais je me suis dit, c'est pas le plus bel endroit. Ouais. Oui, pas cet endroit-là. De Buenos Aires, tu vois, pas cet endroit-là. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un truc. Ouais. Et en fait, c'est comme si je retrouvais des racines. C'est très bizarre. Alors, évidemment, je ne suis absolument pas argentine. Et je sais que mes parents sont venus me voir à Noël. Et ils étaient bluffés. J'étais un poisson dans l'eau. Ouais. C'était chez moi. Tout me paraissait Oui, simple. c'est Et ça. pourtant, c'était L'impression d'être à la maison, quoi. Ouais. Et pourtant, on a eu des moments pas convenus. simples. C'était on n'arrivait pas à trouver d'appartement pour se loger avec mes amis. C'était quand même tendu, hein. Mais il y avait un peu une tension, mais probablement le fait que je comprenais rien, je voyais pas forcément ce qui se passait, donc je sais pas, je suis dans une petite bulle. Donc c'est ma vie de chat dans une bulle un peu perchée. Et donc 4 ans après, tu y retournes. 4 ans après, j'y suis retournée et ensuite 4 ans après, j'y suis retournée parce que j'étais tellement fan du pays que je ne me voyais pas ne pas y retourner en fait. J'ai pleuré pendant 6 heures dans l'avion de retour quoi. Ah ouais, non, mais j'étais au bout de ma vie. Le déchirement quoi. Déchirement complètement. Et donc j'y suis retournée. Et là, c'était plus Erasmus, donc fallait faire un peu les moyens du bord, fallait trouver du boulot, fallait avoir un petit appart. Et là, j'étais plus confrontée à une réalité. On va dire que la rêveuse s'enracinait un petit peu plus, parce qu'il fallait quand même avoir un peu plus de travailler ou en tout cas avoir travailler. Et puis la conjoncture était toujours très difficile, donc fallait pas un boulot, mais 2 voire 3. Ah oui, d'accord. Et alors là, ce qui paraît, tu découvres le crowdfunding. Et en quoi c'était une révélation pour toi? Alors, je l'ai pas découvert là. Je l'ai découvert un peu plus tard, dans ma 3e vie de chat. Ah, ok. Là, j'ai dirigé un centre de médecine douce, j'ai fait des trucs. Ça, c'est en Argentine, hein, toujours. Voilà, exactement. Et puis la conjoncture a fait que, à un moment, il fallait rentrer. Donc, je suis rentrée. Et c'est là où effectivement, je découvre le métier de responsable de la collecte de fonds et des partenariats pour des associations. Et ça fait totalement sens pour moi. Je me dis un peu comme Buenos Aires, c'est-à-dire que je me sens très à l'aise. Je commence à être bénévole pour une association qui s'appelle Make-A-Wish France et qui réalise les vœux des enfants gravement malades. Et puis, en fait, il n'y a pas de poste de fundraiser, de responsable de la collecte, et je fais un petit peu mon trou et en fait, je me fais recruter pour ce poste-là. Et puis je vais y rester 3 ans, je crois, 3-4 ans. D'accord. Donc chez Make-A-Wish. Chez Make-A-Wish, oui. D'accord. Ouais. Pour réaliser les rêves des enfants malades. C'est ça. Okay. Exactement. Alors donc là, tu nous as parlé donc de l'Argentine. Donc voilà, on va essayer de le faire dans l'ordre parce que il y a beaucoup de choses. Donc on va rester sur la séquence voyage. Donc Argentine. Donc voilà, pendant les études, tu y retournes tout ça. Et puis après, il va y avoir le Vietnam. Donc Exactement. on part aux antipodes. 13 000 kilomètres de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Ok. Alors comment est-ce que tu te retrouves là-bas? Alors le Vietnam, c'est donc ma 5e vie ou 6e, je sais plus. En gros, le Vietnam, c'est une rencontre. J'ai rencontré Charles, qui est devenu mon mari, et en fait lui, très rapidement, au bout de 3 mois, me dit. Il avait fait une demande, moi je le savais pas, il avait fait une demande pour partir dans une filiale un peu de sa société
au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville. Et ça fait longtemps qu'il attendait un retour, et il a eu le retour. Et moi, je commençais à le trouver très sympathique, et je me suis dit... c'était le début de votre... oui, ça fait 3 mois, donc oui. on n'est pas en train de se dire, je me barre avec quelqu'un qu'on se connaissait à peine. Et au final... alors moi déjà d'une part je me suis dit évidemment c'est son projet et je sentais que c'était hyper important pour lui, donc j'allais pas le freiner, lui il fallait qu'il parte, c'était son truc, mais moi je savais que je l'aimais bien, donc Alors juste, excuse-moi je t'interromps, mais juste pour qu'on comprenne la chronologie, là tu es en France dans ton travail actuel. C'est ça. J'ai changé je suis chez Fratelli, mais et on est en 2016. D'accord. 2016. Et là je me pose la question. Finalement, il se trouve que c'est encore un peu long la négociation, tout ça. Donc, on s'installe ensemble. Et puis, on fait un voyage au Vietnam. Et je le raconte d'ailleurs dans mon talk. Ce qui est très rigolo, c'est que je me souviens, à Ho Chi Minh Ville sur le scooter, parce que là-bas, tu conduis un scooter. Et heureusement, je conduisais déjà un scooter à Paris. Et je me dis, c'est vraiment, non, c'est pas pour moi. C'est trop de monde, trop de bruit, trop de, non, c'est vraiment pas du tout ce à quoi j'aspirais. Ouais. Et puis l'intuition. Je me suis dit, non, mais il faut quand même que je vienne. Et je sentais que ça allait être difficile. Ça allait être l'opposé. En fait, c'est littéralement l'opposé de l'Argentine où tout me semblait facile. Là, tout a été compliqué. Mais, j'avais besoin de le vivre. Il fallait que je le vive. Et je pense que si je suis maman maintenant et si, Ambulance des rêves existe, c'est aussi parce que j'ai eu ce parcours vietnamien. Oui, alors c'est ça. Alors voilà, ça tu vas nous raconter parce que donc en effet, voilà, tu viens de le mentionner, il y a ce petit trésor. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, cette petite fille, donc Thelma, 5 ans aujourd'hui, que vous adoptez. Alors malgré un parcours difficile, puisque ça se passe en plein Covid, avec une attente de près de 3 ans, enfin un truc absolument complètement. C'est le lot de tous les parents qui adoptent, mais effectivement interminable. J'imagine qu'avec la conjoncture du moment, il y avait beaucoup c'était beaucoup d'incertitudes en fait. On n'avait aucune visibilité, mais encore une fois, nous on avait un statut un petit peu différent, mais n'importe quel parent adoptant traverse ça. C'est l'incertitude et puis en fait t'as aucune idée de quand, comment, voilà. C'est et des montagnes russes émotionnelles. Oui, c'est très, ça. très parce que aussi. comment on vit cette attente là Vous pouviez la voir? Non. Vous pouviez pas la voir? Elle était à 45 minutes de chez nous, mais on n'a pas pu la voir avant 2 ans. Donc là, vous êtes encore au Vietnam, qu'on le rappelle. Oui. En fait, on a su qu'on pouvait pas avoir d'enfants au Vietnam et on a lancé la procédure au Vietnam. Et là, le Covid est arrivé. D'accord. Et en fait, le Vietnam, ça s'est passé un peu différemment qu'ici, mais ils ont fermé les frontières très très vite. Donc, ils ont été un peu protégés pendant pas mal de temps jusqu'à ce que le dernier variant, enfin pas le dernier, mais en tout cas de Omicron l'époque, de l'époque c'est ça. arrive. Là, bon. Ça a été compliqué et effectivement les villes se sont fermées, les frontières, enfin les villes, les appartements, enfin tout a été fermé en en lockdown très 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 dur et les administrations aussi, donc en gros ça n'avançait plus. Donc il y avait le temps, elle grandissait. Mais oui, c'est ça. Puis, nous on n'était pas loin, mais on pouvait pas la voir. Quelle frustration, quoi. Et voilà, et puis on était certains de rien, donc c'était très très dur. C'était une époque. C'était... Bon. Mais vous tenez le coup et vous êtes au Vietnam. Et toi, du coup, tu as réussi à faire ta place et à t'acclimater? Alors, est-ce que je me suis acclimatée au Vietnam? Oui et non. Ça n'a pas été, je te dis, ça a vraiment pas été comme l'Argentine où je me sentais comme un poisson dans l'eau. J'avais cette barrière de la langue, j'ai jamais réussi malheureusement à l'apprendre. Ce qui fait que moi qui suis assez quelqu'un qui aime bien rencontrer, faire parler les gens, j'ai jamais réussi en fait à pouvoir connecter avec les Vietnamiens, au final, et ça c'est un grand regret. Et surtout en temps de Covid où il se passait des choses, il y avait des choses très difficiles et je pouvais même pas vraiment poser ces questions-là. Donc l'acclimatation a été difficile, mais j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup grandi. Et puis après, effectivement, le parcours a fait que pendant que on était dans ce parcours-là, moi j'ai découvert un article sur l'association Ambulance des rêves aux Pays-Bas. J'ai contacté le fondateur, Kees, qui m'a mis en contact avec des Français, dont Maxime, mon cofondateur, et on a commencé un peu à travailler sur le sujet. Moi, je travaillais depuis le Vietnam. Oui, parce que donc tu découvres que il y a ce concept-là qui existe pour les adultes. C'est ça. Ça existe aux Pays-Bas et tu t'empares de la question. Alors tu Voilà. vas nous raconter un petit peu tout ça. Merci Clara, c'est le moment de faire une première pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper
I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading but I linger on, dear. Just craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading but I linger on, dear. Just craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Vous êtes bien sur IDFM Radio. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Clara Brachet, cofondatrice et déléguée générale de Ambulance des Rêves, est notre femme en lumière du jour. Clara, alors tu as travaillé pour Make-A-Wish, comme tu nous disais tout à l'heure, qui réalise les rêves des enfants gravement malades. Comment t'est venue l'idée d'extrapoler ce concept aux adultes ? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur ? Tu nous parlais de Maxime, par exemple, pendant que tu étais au Vietnam. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Comme je disais, donc c'est la découverte d'un article Ouais. sur Ambulance Vans des Pays-Bas qui fait ça pour les adultes, avec la mise à disposition d'ambulances. Et en fait, quand je travaillais chez Make-A-Wish France, je m'étais rendu compte qu'il y avait pas mal d'associations qui faisaient ça, et Dieu sait qu'il y en a besoin. Mais il y avait beaucoup pour les enfants et pas pour les adultes. Et comme je le dis souvent, on s'arrête pas de rêver à 18 ans, donc ça m'a pas mal interpellée. Et quand j'ai lu cet article, j'ai eu cette petite intuition, encore une fois, de me dire tiens, ça serait intéressant d'échanger avec ce fameux Keys. Et c'est là où il m'a raconté leur histoire. Ils ont, il faut imaginer, réalisé déjà plus de 24 000 rêves depuis 2007. Ok. Ils ont 13 ambulances en propre et ils font 13 rêves par jour, en moyenne, voire un peu plus. Incroyable. Donc c'est, c'est un peu nos maîtres Yoda. et au final, effectivement, Keys m'a dit que certains Français l'avaient contacté. Donc on s'est mis en lien tous. Et puis, il y a eu le Covid. Donc, Ouais. arrêt. Tout s'arrête. Évidemment, parce que c'était pas le moment d'aller embêter les médecins et tout le personnel médical sur ces sujets-là. Et on a repris le travail, en fait. Maxime nous a recontacté. Moi, on est reparti avec Max, en septembre 2021. D'accord. Et donc, le tout premier rêve a été réalisé début 2023. Voilà, on a mis 1 an en fait à dépasser tous les obstacles et les problématiques juridiques, puisque notre particularité, c'est qu'on travaille avec des ambulances. En France, la loi autour des ambulances est très très complexe, D'accord. et donc en fait, on a eu la chance d'être accompagné par un gros cabinet d'avocats
en pro bono, qui a repéré notre bouteille à la mer de demande d'aide et qui a accepté de nous soutenir pour nous aider à lever tous ces obstacles juridiques et à pouvoir effectivement faire notre premier rêve et le réaliser à Pâques 2023. C'est Karima qui, avec sa famille, est allée visiter Versailles. Super. Voilà. Et alors, pile un an, donc la création de l'association se fait, le premier rêve. Aujourd'hui, vous en êtes à 65 rêves réalisés. Créé, pardon. Ah oui, Ouais, pardon. ouais, ouais. Ah oui, c'est ça. Et c'est là toute la différence, tu Voilà. vas me dire. 65 rêves créés et 44 réalisés. Alors, est-ce que tu 45, peux nous pardon. expliquer, voilà, comment 45? 45 réalisés, 3 en cours de création. Ouais. Ok. Alors, quelle est la différence entre créer et réaliser? Alors, en fait, pour nous, c'est important de parler de nos rêves aussi créés, puisque on s'adresse à des personnes très fragiles. On travaille avec les établissements hospitaliers, les unités de soins palliatifs notamment, Diaconesse, Jeanne Garnier, essentiellement sur Paris. Est-ce que c'est pardon, je t'interromps juste, mais est-ce que ce sont des personnes en fin de vie ou est-ce que ça peut être des personnes gravement malades et qui Alors, on s'adresse qui pourraient s'en sortir? On s'adresse à des personnes qui souffrent de maladies graves et incurables en phase avancée ou terminale. D'accord. Et là, comme Donc, on a difficile. comme on a des partenariats avec des unités de soins palliatifs, tu peux aller en soins palliatifs pour du répit, mais en règle générale, on s'adresse plutôt à des personnes qui sont là et on va dire c'est un peu la fin. Donc, et nous, on arrive et on leur propose un projet, et c'est quelque chose qui peut leur faire du bien et aussi aux proches, aux aidants, puisqu'ils sont quand même souvent exempts d'avoir été les aidants pendant quelquefois des années. Et c'est on vient et nous on appelle ça la récolte de rêves. C'est notre première étape, c'est là où commence la création. La récolte de rêves, c'est un binôme de bénévoles qui vient dans la chambre d'hôpital à la rencontre du rêveur ou de la rêveuse, le faire parler de son rêve, définir les contours de son rêve et d'imaginer cette journée rêvée. Ensuite, nous, on a des médecins de l'association qui vont valider la faisabilité du rêve avec le médecin du rêveur, parce que c'est quand même, il y a la technique derrière quelquefois. Donc il y a une discussion avec le corps médical aussi. Et nous, on lance la création du rêve. On met en moyenne une semaine entre le moment où il nous est remonté et le moment où on le réalise. Une semaine, c'est court. C'est très très court. Donc on doit aller très très vite. Okay. Donc ça c'est le rêve créé. Donc ils sont créés. Et quelquefois, c'est pour ça qu'on a 45 rêves réalisés, 65 rêves créés. Il y en a 20 qu'on a créés. On allait le rencontrer ou la rencontrer, mais on n'a pas pu le réaliser parce que son état s'est détérioré ou décès. Mais on sait, et le personnel médical nous le dit, que cette partie-là est aussi importante puisque les rêveurs se projettent et même si ils vont pas forcément dans la capacité de le réaliser, les retours sont quand même assez positifs du personnel soignant parce que ils sortent des murs, on va dire. Ils s'imaginent. On avait un rêveur qui, on était à Salles d'y arriver, mais il est malheureusement décédé trop tôt. On devait l'emmener à Versailles. Il parlait que de ça. Hein. Ça avait redonné du baume au cœur. Et c'était donc c'était très important. C'est pour ça que c'est important aussi pour nous. Bien sûr. Ils sont là, ils existent et on les a créés. Donc et ça a apporté déjà une petite bulle de bonheur. Et ensuite, effectivement, l'idéal, c'est de le réaliser. Et alors, qu'est-ce que ça nécessite comme organisation? Tu nous parlais des médecins, tu nous parlais que ça se fait en une semaine, mais comment est-ce que tu fais pour les réaliser concrètement sur le terrain? Alors, donc là, je vous ai parlé de la récolte de rêves. La récolte de rêves, c'est la première étape. Enfin non, la première étape, c'est quand un correspondant de l'établissement partenaire m'appelle ou appelle ma collaboratrice Lorraine et on prend les rêves. On valide déjà dans un premier temps la faisabilité avec notre médecin référent qui échange avec le médecin du patient pour vérifier, pour récupérer les données médicales auxquelles nous, évidemment, on n'a pas accès. Et ensuite, nous, on met en place ce binôme de récolteurs de rêves. Ils y vont après débrief du rêve, et là, ils vont nous donner les éléments. Et par exemple, ça peut être une visite au Louvre. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et donc, nous, tout de suite, en fait, on va essayer de contacter le Louvre pour savoir si on peut faire une visite chez eux. Et donc leur dire c'est fauteuil, pas fauteuil, brancard, sachant que nos rêveurs sont souvent très fragiles, souvent ils peuvent être en brancard. Une visite d'un musée, à plusieurs reprises, les musées nous ont dit OK, mais vous venez quand c'est fermé. Oui, voilà. On est en amont pour que en termes de sécurité, Donc ça c'est génial. Est-ce que c'est possible par exemple parce que là tu nous as donné 2 exemples de musées, donc Versailles et le Louvre. Est-ce que tu as des choses également dans les airs qui se font? Alors on n'a pas eu dans les airs. Si on avait une demande pour une montgolfière une fois, c'est un rêve assez incroyable. On a des choses en fait souvent assez simples.
des choses. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les rêves, quand vous êtes confronté à la finitude et à la fin de vie, ce qui est important, c'est pas forcément des choses instagrammables. C'est plutôt d'être auprès de vos proches, dans un lieu qui vous est cher, et de partager un moment. Ce que nous, on peut faire tous les jours sans nous en rendre compte. Oui, finalement. Oui, Voilà. c'est ça. Et eux, c'est leur rêve. On a eu un rêve très beau récemment. C'était une dame qui voulait juste retourner chez elle, quelques heures, manger un bouillon, voir un film qui était un film, qui était fort pour cette famille. Donc tous ensemble. Et c'était juste ça. Ce qui est encore une fois quelque chose qu'on peut faire nous tous les jours. Ouais. Et ça peut être mettre une dernière fois évidemment les pieds dans l'eau, à la mer. Ça c'est des rêves assez récurrents. Ça peut être passer une journée dans un parc, dans la nature, beaucoup de nature. Retourner dans sa maison, comme je vous ai dit, ou une maison d'enfance, ou mais finalement des choses assez simples. Ouais, des choses simples et voilà, Voilà. on se rend pas compte à quel point c'est précieux, quoi. Finalement, Exactement. hein. C'est ouais. Et c'est alors bien sûr, donc on a bien entendu, hein, Maxime, Pays-Bas, tout ça, mais dans le fond, Clara, tu vois, c'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui fait qu'on se jette comme ça dans ce genre d'aventure? Écoute, c'est une très bonne question et je pense que j'ai eu la chance, on en parlait toutes les deux récemment, de faire un talk pour le TEDx de La Rochelle et ça m'a permis justement de me poser les bonnes questions. Tu vas nous raconter ça, bien sûr, tout à l'heure. On va te poser plein de questions là-dessus. Mais dans le fond, tu vois. C'est complexe parce qu'en fait, je pense que il y a encore peu de temps, j'aurais été pas tout à fait capable de t'y répondre là-dessus. Parce que j'ai vu la lumière, parce que ça m'a plu, parce que ça m'a parlé, parce que c'était. Puis l'intuition, moi j'écoute beaucoup mon intuition. C'est-à-dire, je me vois encore quand je lis l'article, je sais où j'étais quand j'ai lu l'article. Ouais. Mais je pense que j'ai un parcours aussi de rêveuse. J'ai vécu beaucoup mes rêves. Hein, je suis allée très loin dans mes rêves, mais une rêveuse un peu dans les airs, comme je disais, qui n'était pas forcément consciente des réalités. Et je m'amuse toujours à dire que je suis devenue une créatrice des rêves enracinés, parce que créer un rêve, ça nécessite beaucoup de cadres. Il faut appeler, il faut être très rigoureux. C'est des choses très très. Alors qu'on imagine un rêveur dans les airs, qui est dans les côté nuages, perché, ce que tu disais. Voilà. J'étais une rêveuse perchée. Et en fait, créatrice de rêve, le métier, c'est maintenant il faut. Demain on a un rêve, un très beau rêve qui pourrait avoir lieu. On croise les doigts. C'est beaucoup c'est chef de projet quoi. Tac tac tac. Qui, quand, comment. Pour être fait clochette, faut être avoir de belles racines. Ok. Et comment tu dernière question par rapport à ce sujet, c'est que comme disait Myriam, il y a effectivement quelque chose qui t'a appelé, mais il y a aussi les rapports à la mort, parce que réaliser des rêves c'est une chose, mais réaliser les derniers rêves, c'en est un autre. Alors c'est vrai que c'est intéressant, ta question est très pertinente, surtout parce que je suis quelqu'un de très très émotif, très sensible. Et beaucoup de gens me posent la question, mais comment tu peux être amené à faire des rêves de personnes qui vont décéder très rapidement? Alors ça, c'est assez incroyable, c'est que je pense que j'ai cette force en moi qui fait que ça ne me perturbe pas, et au contraire, c'est plutôt positif. J'aime en fait être cette bulle de bonheur. Et puis nous, on est vraiment là comme une bulle, c'est-à-dire on arrive, on fait le rêve et on garde pas contact. C'est ce moment-là. Donc ça nous protège aussi. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est une question qu'on allait te poser, parce que forcément. On se protège comme ça. Bien sûr. Après, on a aussi une psychothérapeute une psychologue qui épaule aussi les créateurs de rêves et puis les. Mais t'es confrontée à la mort, Clara. C'est ça aussi le déclic. Oui. Alors je suis confrontée à la mort. Oui. Pas mal de fois. La première fois, c'est quand j'ai une grande amie qui a réalisé son rêve, Agnès Michel, qui était partie à la rencontre des entrepreneurs sociaux et solidaires avec son association Hello Change et son compagnon Florent. Et ils étaient au Népal et il y a eu un tremblement de terre très 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 important en 2015 et la montagne s'est effondrée sur eux. Ils étaient à Langtang. Le village a été complètement rasé. Lui a survécu et pas elle. Et c'était, je pense, peut-être le premier déclencheur. Et ensuite, j'ai une autre amie au Vietnam qui elle-même aussi faisait des choses incroyables, qui était une personnalité solaire, comme Agnès, toutes les deux, et qui est décédée dans un accident de voiture. Puis plus récemment encore, une bénévole qui était devenue une grande amie
Maria, qui est décédée d'un cancer il y a quelques mois. Et je pense que on pourrait être plombé par ces décès, et je l'ai été très clairement. Mais alors on y croit pas. Moi j'y crois pas mal. Je pense qu'une partie d'elle est venue en moi, et notamment Agnès qui était une, je vous en parlerai, assez solaire et assez incroyable, qui était déjà beaucoup tournée dans l'associatif, tout ça. Elle, je pense que j'ai peut-être une petite part d'elle qui est venue et qui fait que j'ai eu envie, comme elle, de soulever des montagnes et être prête à travailler dans cet univers-là sans en avoir peur au final, parce que j'étais confrontée au décès, donc. C'est ça. Et donc à la valeur de la vie, à la préciosité de la vie. Exactement. En fait. Voilà. Et oui. Ouais. Et oui. Que dire Eh ben écoute, on va faire en tout cas une deuxième. On va faire une pause, ouais. On va faire une deuxième. Ouais, je suis un peu perturbée. Beaucoup d'émotions. Oui, parce que je trouve ça tellement touchant d'être confronté à des événements tragiques et de réussir à en faire quelque chose de beau. Moi, je trouve ça hyper fort. Merci beaucoup, Clara. C'est le moment de faire donc une deuxième pause musicale. À tout de suite. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm no prophet or Messiah. You should go looking somewhere higher. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM. IDFM Radio, 98 FM. Vous êtes sur IDFM Radio et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, Clara Brachet, cofondatrice et déléguée générale de Ambulance des Rêves, est notre femme en lumière du jour. Alors Clara, donc tu nous disais avant la pause que ces événements tragiques, difficiles, vécus, tu avais décidé
peut-être finalement, c'est peut-être aussi un choix de se dire, ben voilà, je choisis de leur rendre hommage, de rendre hommage aussi à des personnes qui nous sont chères, Oui. en célébrant la vie, ce qu'il reste de vie. Et c'est ça qu'on a trouvé hyper fort avec Laetitia dans cette initiative, voilà. Et du coup, comment ça se passe une fois que les rêves sont réalisés? Parce que tu nous disais tout à l'heure, vous coupez complètement, vous avez pas de nouvelles du tout. Moi, je peux en avoir par les médecins, mais à moins que mes bénévoles me demandent, je donne pas de nouvelles. En fait, on est là, on est sur cette bulle de bonheur, c'est une parenthèse, c'est un moment de répit, et c'est aussi une manière de protéger les bénévoles. Hein. Oui, c'est voilà. ça. Parce qu'il y a aussi des très belles associations qui viennent tous les jours. L'association Les Aidants, Jalmav, tout ça, qui font un excellent travail et qui sont là pour ça. Nous, c'est pas notre expertise, c'est pas notre cœur de métier, on va dire. D'accord. Et donc nous, on est vraiment sur ce moment-là. Donc vous n'êtes pas forcément au courant quand le rêveur, voilà, décède, ou voilà, vous avez pas. Voilà, je peux avoir c'est l'information l'instant présent, ou ne pas l'avoir. Ouais, exactement. Vous vivez le moment présent, vous leur apportez cette bulle de bonheur, et c'est tout ce qui compte. Et alors justement, j'imagine que tu dois avoir des anecdotes assez magnifiques. Il y en a une, peut-être que tu pourrais partager avec nous. Quel a été le rêve qui t'a le plus touché, toi? Ah, écoute, on a eu tellement. Ouais, je sais qu'elle est nulle. Elle est difficile cette question, mais je pense qu'il y a des rêves. Moi, en fait, il y en a deux, on va dire. Il y en a un parce qu'il était grandiose et il était très récent et beaucoup de gens l'ont vu d'ailleurs passer. Alors alors voilà. d'accord, je sais de quoi tu vas parler. Tu vois de quoi je parle. Complètement. Mais un autre qui était tout simple, moi, c'était une dame qui voulait aller juste dans un parc. Donc on est dans un très beau parc et elle est allée avec son mari et son fils. Et il y avait, je crois, un peu des tensions. Dans la famille. Dans la famille, voilà. Et j'ai cru comprendre que ce moment hors de l'hôpital des choses avaient pu se dire, des choses comme ça. Et si déjà on peut permettre ça, même si encore une fois les hôpitaux font un travail absolument incroyable et le service en palliatif, moi je suis très admirative du travail des équipes soignantes, mais c'est vrai que c'est peut-être le côté hors hôpital a peut-être aidé à avoir ces conversations, à libérer ces choses-là. Donc ça c'est un grand souvenir, et puis le fameux pompier, peut-être, voilà. Alors, qui a fait quand même 1 million de vues. Plus d'un million. C'est ça, plus d'un million de vues. Sur sur les réseaux, quoi. C'est pas nous qui l'avons posté en premier, c'est les pompiers, et ça a été relayé. Et c'était un rêve qui était venu par un établissement hospitalier le lundi, et le rêve s'est réalisé le jeudi. Oh, incroyable. C'était assez rapide. Mais après, en fait, la beauté du rêve, c'est que moi, ce qu'on ressent beaucoup dans les rêves, c'est que c'est l'amour des proches, c'est ça qu'on a à cœur qu'on a à cœur de protéger, puis qu'ils aient ce moment-là, et que le rêveur et la rêveuse puissent aussi ressentir tout ça. Donc là, et dans le rêve du pompier, en fait, ce qui est très très fort, c'est que nous, on a amené l'ambulance. Alors déjà, ils ont fait une espèce de cortège incroyable pour arriver jusqu'à la caserne, parce que le rêve de ce pompier, Yann, c'était d'avoir son pot de départ, durant lequel lui était remis son casque de pompier. Il était pompier depuis plus de 15 ans. Donc avec ses anciens collègues, voilà. Il voulait faire son pot de départ. Exactement. Voilà. Sauf que les collègues, ils ont pas fait ça voilà, et ils étaient plus de 200, je pense, à l'accueillir, avec les pompiers, les camions, c'était complètement dingue. Je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux. Ah bah moi j'ai vu la haie d'honneur. Et c'était très très beau parce qu'il a pris tellement d'amour, un shoot d'amour pendant cette journée, qu'il a fait un bien fou, et son ami me l'a dit le soir même. C'était vraiment, et c'est pour ça qu'on existe en fait. C'est vraiment dans ces moments durs. Voilà, je pense qu'on est là pour ça. Bah oui, ça fait tout son sens, et justement, voilà, tu vois, on est bien évidemment pas les seuls à trouver tout ça tellement inspirant, puisque, tu as participé, Clara, le 25 novembre dernier à ton premier TEDx, ton TED Talk, comme on dit. La classe, félicitations, franchement, voilà. Quand même, franchement, non mais tu vois, quand même. C'était un beau challenge. Donc, carrément. Alors justement, voilà, comment tu te retrouves déjà sur cette scène, et puis
qui alors ça parce que ça il y avait une thématique hein, donc c'était au TED Dreamers, La ouais, Rochelle les et rêveurs. c'était The Dreamers. Yeah. Ah bah ça tombait bien là oui forcément. C'était assez, oui, ça tombait. Donc, je traduis pour ceux qui comprennent pas l'anglais, les rêveurs. Les rêveurs, exactement. Les rêveurs et l'histoire est assez incroyable. C'est toujours moi je crois beaucoup en l'univers qui t'envoie les trucs au moment où ça doit venir. Et en fait, j'ai une amie que j'avais rencontrée par le biais de Make-A-Wish France avec qui on échange par tel. Je raconte un petit peu le projet d'Ambulance des rêves. Elle trouve ça top. Elle me dit, si tu veux, je vais le partager sur LinkedIn. Je trouve que ce que vous faites est vraiment bien. Donc elle parle un peu de moi et d'Ambulance des rêves. Et là, Victoria, une des coordinatrices du TEDx La Rochelle et coach, est une amie de cette amie et voit le post et là m'envoie un message en disant bon Clara, je pense qu'il y a quelque chose à jouer parce qu'on est en train de chercher des speakers pour le TEDx de La Rochelle. Wow. Alors il faut savoir que moi je connaissais les TEDx, mais j'ai jamais été voir. Voilà, donc je connaissais, mais je pense que si j'étais allée voir, j'aurais peut-être pas dit oui aussi facilement. Parce que c'est quand même impressionnant. Parfois c'est mieux de pas savoir où on met les pieds. Voilà. En fait, hein. Et alors, comment tu t'es préparée et comment tu as vécu cette expérience? Alors, on a eu beaucoup de chance parce que je crois que tous les TEDx sont pas les mêmes, le fonctionnement n'est pas les mêmes. Et là, la particularité de La Rochelle, c'est qu'on a un bon suivi. Et alors déjà, j'ai dû faire une petite vidéo explicative de mon pseudo sujet. Enfin, j'ai parlé d'Ambulance des rêves. Donc là, j'étais retenue parce qu'il y avait plusieurs sélections. Voilà, il y a eu une sélection. Et ensuite, ils nous ont conviés à un week-end, donc il y a 2 mois et quelques, à La Rochelle, pour nous préparer. Avec des coachs, plein de bénévoles qui. Donc pendant tout un week-end. Pendant tout un week-end. Donc vous êtes tous les speakers. On était 14 speakers. 14 quand même. 13 okay. ou 14 parce que et au final. On a plein d'ateliers sur le stress, l'impro. Donc, je peux donner l'exemple. Moi, j'étais séchée, c'était hyper rigolo. C'était tout d'un coup, il te donne un sujet. Donc là, c'était par exemple, Myriam, donc ça te donne frontières. Vas-y, 3 minutes. Devant 20 personnes. De quoi frontières? Frontières, vas-y. Je parle sur les frontières pendant, voilà, 3 minutes. Ah, génial! Pour te rendre compte aussi que tu peux rebondir si jamais aussi tu perds ton fil. D'accord. Aussi sur l'écriture de texte, une approche aussi là-dessus. Et, ensuite, on a eu nos coachs. Et moi, j'ai eu donc, celle qui m'avait, contactée, qui est devenue ma coach, une coach de cœur, parce que c'est une très très belle personne et j'ai très heureuse de la rencontrer. Et ensuite, on est partis tous. Et là, il fallait qu'on écrive notre talk. On avait 2 mois. Et donc, on avait une heure par semaine. J'avais un coaching avec Victoria. Oui, quand même, c'est une sacrée. Alors, pour ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un TEDx. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste? Alors, ce n'est pas une conférence. Ce sont des personnes qui sont un peu comme toi et moi. Hein, ça peut être moi la première, voilà, qui sont conviées en fait à raconter leur parcours et ça va être des parcours qui peuvent être justement un peu intrigants ou qui sortent de l'ordinaire, ou inspirants en fait, voilà, qui peuvent. C'est des témoignages. C'est des témoignages exactement et qui vont faire réfléchir aussi le public dans la salle. Et c'est vraiment incroyable. Hein. Et alors qui vient comme public? Écoute, il y a de tout. Il y avait 800 personnes. Moi, je suis abonnée. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, moi, je reçois s'abonner au TEDx. La newsletter. On me prévient quand il y a des. Et c'est vraiment, et tu sors de là très enrichi parce que tu apprends beaucoup de choses. En fait. Et puis ce qu'on peut préciser aussi, c'est que en fait, peut-être pour rassurer aussi les gens qui voudraient découvrir, parce que tu as parlé de conférences et c'est vrai que ça pourrait être assimilé à ça. En fait, c'est des formats très courts. Hein. Oui. Ça dure un quart d'heure. C'est ça, un quart d'heure. Voilà. Alors, est-ce que tu as des prompteurs? Tu apprends ton texte et tu fais le show pendant 14 minutes. Tu l'apprends par cœur vraiment? Oui. Alors, certains vont pas l'apprendre par cœur. Ouais. Moi, j'ai choisi de l'apprendre par cœur pour être à l'aise, potentiellement en dévier, mais avoir ma trame. Parce que j'avais des messages un peu clés que je voulais vraiment, j'avais à cœur de partager. Et ensuite, chacun fait comme il souhaite. Hein. Moi, j'étais plus à l'aise sur le par cœur, mais il faut poser ta voix, il faut ne pas bouger. Tu as le micro qui est le micro-casque, qui n'est pas un micro comme on a l'habitude d'avoir. Donc, c'est perturbant aussi parce qu'il y a rien dans les mains. Voilà. Donc il faut savoir où mettre ses mains. Voilà. Et donc là, vous êtes coaché pour ça. On est coaché pour ça. Voilà. Et puis on avait des coachs. Vraiment à dire, l'équipe était formidable. C'était le voyage j'ai adoré le moment. Ouais, c'est ça. Mais le voyage pour arriver au moment, c'était aussi important pour moi. Ouais, 2 mois, c'est pas que 2 mois, c'est pas rien. T'as dû en apprendre aussi beaucoup sur toi.
J'ai fait une thérapie, j'ai l'impression, vraiment, parce que Bah, tu voilà. poses, pas forcément, faut écrire. Donc, moi, la question que je me posais, c'est, je pouvais parler d'Ambulance des rêves 15 minutes, je pouvais en parler largement. Mais finalement, en tirant le fil avec Victoria, je me suis rendu compte que mon parcours était aussi dans les rêves et que Bah ça oui. pouvait être pertinent Bah oui. d'adresser mon parcours, enfin, le sujet de mon parcours et de remettre Ambulance des rêves sous le prisme de ce, Ouais. De raconter de ce ton que j'ai- histoire. Mais c'est Voilà. ça, hein, parce que pour tout dire, hein, en fait, hein, Clara, on s'est contacté en début 2025, en Début fait. 2025, Et à ce ouais. moment-là, quand je te posais les questions, en fait, les liens, les connexions, tu les faisais pas toi-même. Je crois que Non. tu n'avais même pas conscience, hein, en fait, Oui. de toutes les implications profondes. Non, c'est vraiment été immergé. durant le parcours, en Ouais. fait, TED Talk, TEDx, que j'ai vraiment pris conscience de pourquoi finalement j'en Ouais. étais là aujourd'hui Ouais, et j'en Comment parle tout dans mon ça, truc voilà. Et du côté tellement cohérent, finalement. Voilà, hein. c'est très Ouais, cohérent. Voilà, c'est ça. C'est très très cohérent. Et là, est-ce que tu le referais? Tu me donnes un petit peu de temps. C'est toujours le truc de se dire est-ce que ça intéresse encore. Je suis. Ce qui était super, c'est que j'avais à cœur et c'était mon objectif, c'était de prendre du plaisir sur scène et d'incarner ce que je racontais, de pas Ouais. être dans le. Ah, moi, tu m'as fait pleurer, hein. Ah ouais. Ah non, mais vraiment, enfin. Non, mais Mais- c'était, ouais. non, mais c'était beau. C'était ça en fait, c'était transmettre. Ouais, j'ai adoré. Et je pense que là, j'étais au bout de quelque chose. Alors peut-être que dans 10 ans, j'aurais vécu autre chose et je pourrais peut-être raconter une autre histoire ou mon histoire encore. Mais là, voilà, je pense que j'ai une boucle qui est un peu bouclée dans le sens où et ça m'a fait du bien aussi. Et puis j'étais fière de moi, hein, parce qui voilà. Ah bah ouais. Qui Là sont- tu on peux se rend compte, carrément. Et de tout le chemin donc si on veut t'écouter, si on veut écouter ce TED, donc c'est dispo sur YouTube, TEDx donc qui sera- Dreamers TED Il La est Rochelle, pas c'est encore ça? dispo, je crois. Il va pas tarder. Je pense D'accord. que dans une semaine ou deux, c'était je crois un mois, donc je l'ai Ok, pas encore. donc fin Et sur la décembre. plateforme TED mondiale, TEDx, je crois peut-être, que voilà. je serai dessus et probablement aussi sur YouTube, effectivement. Ouais, d'accord. Ok, bon, on mettra le lien dans la Ah oui. présentation, comme ça, si les personnes veulent t'écouter et découvrir ce que c'est qu'un TEDx, et surtout, découvrir aussi ta présentation Bah sous oui, forme le parcours. de show, de Exactement. woman show, un petit peu. C'est un peu ça, pendant, ouais, il y a une The vraie One Woman préparation. Show, ouais. 14 minutes, on mettra le lien pour que tout le monde nous écoute. Merci beaucoup, Clara. On fait une dernière pause musicale et on se retrouve juste après pour l'interview Confidence Spotlight. À tout de suite. Dicen que si vieras pasar a tu lado la muerte en la Mercedes, la que se alarga, te da buena suerte. Todos habéis venido, hasta mis enemigos hoy lloran. Tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias. Sobre mi ataúd, que temes quemando rueda, lágrimas y goma se derriten la madera. Gasolina y vino tinto, puros y chocolates, bailando con amor encima de mi cadáver. Hoy se derrocha, burlando la suerte, y lo que no hice en vida, lo hacéis en mi Algún que otro navajazo me he llevado de la
la vida. Ella a mí me desarmó y yo le estoy agradecida. Y lanzará azúcar moreno sobre mi ataúd. Quedaros despiertos hasta que vuelva otra vez la luz. Promete que me protegerás, a mí y a mi nombre en mi ausencia. Yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo para volver con... IDFM Radio, par nous, pour nous. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière. Et avec nous, Clara Brachet, cofondatrice et déléguée générale de l'Ambulance des Rêves. Et Clara va se prêter dans quelques instants à l'interview Spotlight. Clara, es-tu prête? Écoute, oui. Alors, c'est parti. Le stress monte. Si tu devais repartir vivre dans un autre pays, où est-ce que tu irais? Argentine. Ah, ok, gros pays de cœur. là. Mais même pas une demi-seconde de Ah ouais, réflexion, quoi. Est-ce que tu y retournes récemment ou de temps en temps? Comment ça se Non, passe? non, j'ai pas été depuis 2010, donc non, ça fait longtemps. Là, ça commence à me titiller. Ouais, j'aimerais bien y retourner pour un voyage. S'y installer, c'est complexe. D'accord. La conjoncture est toujours très difficile. Ah oui, mais si la conjoncture était correcte, c'est un truc que j'y t'envisagerais. vivrais, je serais là-bas. C'est pas Ah oui, vrai. je serais là-bas. C'est fou. Ouais. Et alors, tu y retournerais seule ou avec la famille? Avec la famille, ouais. Ouais, faire découvrir à la petite choupette. Ouais. Trop bien. Et alors, dis-moi, deuxième question. Qu'as-tu compris récemment sur toi que tu aurais aimé peut-être découvrir plus tôt? Alors, c'est intéressant comme question. Je pense qu'Ambulance des Rêves, le TEDx, tout ce qu'on est en train de vivre au travers d'Ambulance des Rêves aussi, on parlait de confiance en soi, d'être capable, en fait. On a toujours un peu ce plafond de verre, de se dire on n'y arrivera pas, tout ça. Et là, je me dis, comme je disais, je viens de fêter les 42 ans. Et waouh, si on m'avait dit il y a 3 ans qu'on en serait là, ce qu'on a monté, ce qu'on a réussi à faire, on a fait avancer l'association et ce que j'ai pu accomplir, me dire, je pense que j'aurais, à moi d'avant, en fait, tu te rends pas compte de ce que tu es capable de faire. Ouais. Peut-être ça. Tu Tu pourras faire de grandes choses et tu peux faire de grandes choses, mais j'ai peut-être attendu un peu, enfin, T'en as pas pris conscience? Non, avant. j'en ai pas pris conscience avant. Là, je me dis et j'assume. Ouais, je suis fière de moi et c'est top et je suis heureuse de là où j'en suis et tu peux. c'est cadeau quoi. Ouais, peux être carrément. fière de Alors toi. tu vois justement en parlant de confiance et d'assumer attention à la question. Quel est ton super pouvoir inutile que tu assumes pouvoir totalement inutile. du coup? Et tu l'assumes, hein? Un pouvoir Un pouvoir que tu sais inutile, faire. un truc qui sert à rien. Je connais très très bien les marques des voitures. Voilà. J'adore. Je ne sais pas. Alors, pardon, des années 2000, 90, parce que j'avais plus jeune, j'adorais Autoplus, tout ça, et je regardais. Dimanche matin, non? Oui, voilà. C'était et puis le journal, tu vois, Automagazine, tout ça. Non, c'était, oui, vraiment, ça sert à rien. On est d'accord. Parce que je suis moins, mais l'actualité des voitures. Mais ouais, non, ça ne sert à rien. Voilà, ok. Bon, bah voilà, super pouvoir. Tu sais déchiffrer les logos, hein, c'est ça? Et puis je te donne le nom de la marque, là. Ah ouais, ouais, la marque, le modèle. Oui, machin, oui, ça. oui, c'est Trop forte. Très bien. Clara, comment dit-on merci en vietnamien? Tu me fais pas faire ça avec l'accent. Bon, avec ou sans l'accent. Mais si, c'est ça le Come super on. pouvoir. Comment tu Come on. Et là, j'ai mes potes vietnamiens qui vont dire, Qui vont dire, ça va Clara, du on tout va ça, te là, t'es en train de dire redonner des bouillabaisse. Bon, ça marche. Et alors, si demain, tu pouvais transmettre une seule conviction au plus grand nombre, laquelle tu choisirais? Que je pense, l'importance des petites choses simples qu'on réalise tous les jours et de se rendre compte que tout ça c'est précieux en fait, ces petits moments, ces dîners entre amis, ces petits moments partagés et de profiter de ça. Donc les vivre en conscience. En conscience, hein, voilà. C'est ça surtout. Tous C'est ces ça, un petit moments-là. peu la conviction, C'est ça. Ouais. soyons conscients de ces moments précieux. C'est ça. Là, je sais que je retrouve des amis demain. Et je me dis, je suis chanceuse. Je vais les retrouver. Ouais. On va se faire un dîner. Enfin, pas demain parce que après-demain. Et
Et c'est génial, Ouais. c'est magique. Ben voilà, prendre conscience de ça. Alors moi, tu vois, il y a une chose que tu as dite dans le TED qui m'a émue aux larmes. Tu as dit quand il ne reste plus que l'urgence de vivre, l'essentiel c'est d'être entouré d'amour. C'est ça. Et c'est un peu ça. Et ben voilà, moi je trouve De l'amour que, simple, petite chose de la vie. Voilà. On Bah, oublie merci. tellement. Ouais, merci beaucoup en tout cas Clara d'avoir joué le jeu de ces confidences. Notre Avec grand émission plaisir. touche à sa fin, mais avant de la clôturer, j'aurais une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette femme lumineuse que tu es? Écoute, continuer sur cette belle lancée. Voilà, continuer en conscience et enraciné. Toujours enraciné. Bah écoute, Voilà, 2026, je crois que 2026 la rêveuse, approche. là, les C'est ce qu'on te racines, les souhaite. racines ont pris. En tout cas, merci infiniment Clara pour ce partage tellement plein d'humanité qui nous ramène à notre humanité aussi. Voilà. On trouve ça vraiment magnifique ce que vous faites. On te souhaite le meilleur, bien évidemment, pour la suite, un maximum de rêves réalisés. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, mardi prochain de 18h à 19h, en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci infiniment Clara. Merci à vous. À bientôt, Merci. la semaine prochaine.